Merci beaucoup pour votre patience. En effet, les invités de table ronde peuvent déjà venir à table. On a pris un peu de retard, mais vous allez voir qu'on va réussir à rattraper un petit peu ce retard aussi. Et on vous promet une fin de journée tout à fait passionnante. C'est vendredi, mais vous avez 4 fantastiques orateurs et oratrices pour la table ronde, et puis les conclusions aussi de Laurent Vogel. Donc on vous incite vivement à rester. Alors je présente tout le monde pendant qu'il s'installe. Donc Jean Faniel est directeur du Centre de recherche et d'information sociopolitique, donc le CRISP. Il est docteur en sciences politiques de l'ULB et ses recherches portent sur la vie politique belge, sur les mouvements sociaux et sur la conflictualité et la concertation sociale. Il est également membre du groupe d'analyse des conflits sociaux, le GRACOS. Valérie Jadoul est secrétaire 7K Bruxelles-Villevorde pour le secteur socio-culturel et d'aide aux familles, professeure invitée en relations collectives de travail à la Haute École Francisco Ferrer et ancienne directrice du service entreprise de la FGTB fédérale et a notamment travaillé sur la thématique du bien-être au travail. Nous avons également Chris de Mester, qui est premier conseiller à la FEB sur les matières de santé et de sécurité au travail, ainsi que des affaires des relations internationales, et qui est également, je vois, un peu membre partout de l'European Agency for Safety Health at Work, mais également membre de l'OIT et donc de divers organismes internationaux ou européens relatifs à la santé au travail. Et alors, nous avons également Esteban Martinez-Garcia, qui est professeur de sociologie du travail à l'ULB et dont les recherches portent sur les effets de la numérisation sur les conditions d'emploi et de travail, en particulier dans l'économie de plateforme. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, vous réagissez pendant 5 à 10 minutes maximum chacun. Donc, je vais devoir vous interrompre et sans doute encore un peu plus cette fois-ci. Donc, essayez de choisir bien ce que vous voulez dire. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Chris de Mester, peut-être pour réagir aux propositions. Alors, on a eu donc des propositions d'Élise Dermine, de Thomas Coutreau. Moi, c'était plus descriptif peut-être. Mais donc, voilà, est-ce que je vous laisse la parole pour réagir par rapport à ces différentes contributions ou de manière plus générale. Merci à vous. Ok, bon après-midi à vous tous. Un grand merci déjà aussi à Laurent Vogel. J'ai compris que ce n'est pas de manière directe, mais au moins de manière indirecte qu'il m'a invité à participer à ce débat. Je pense que tout le monde sait qu'on ne s'entend pas toujours. Il y a parfois des divergences de vues, mais je pense qu'il y a quand même un respect mutuel. Je tiens à souligner ça. J'étais très content avec les slides où vous avez montré mon travail. Je vais demander d'aussi montrer à mon patron tous les avis qu'on a émis au sein du Conseil national du travail, au sein du Conseil supérieur. On peut vous défendre aussi si vous voulez. Mais je pense que le danger, c'est toujours que tout ce qui est publié sur les sites officiels, il en manque encore la moitié, parce qu'on a émis pas mal d'avis directs à la cellule, par exemple la cellule stratégique de vaccination, centre de crise. Alors, il manque encore au moins la moitié, mais OK. Tout d'abord, et ça va peut-être vous choquer, mais moi je pense que ce n'est pas le droit du travail qui va nous sauver, qui va améliorer la sécurité et la santé au travail. Il faut me comprendre, il faut une base, il faut un droit de travail, ça c'est clair, mais l'avantage et le désavantage de travailler déjà si longtemps dans le domaine de la sécurité et santé au travail, c'est que j'étais déjà là au début. Début pour moi, alors c'est 89, la directive cadre européen sécurité et santé au travail. À ce moment-là, on disait, OK, ça c'est la base juridique et après, on a peut-être encore besoin de 5 ou 6 directives spécifiques sur des risques spécifiques. Maintenant, on est à 24, je pense, et on pense toujours que par rapport à chaque défi, la réponse est « Ah, il faut une nouvelle loi, une autre directive, législation, arrêté royal. » Alors, c'est pendant 30 ans qu'on tape le même bouton et on attend toujours une réponse différente. Ça ne fonctionne pas comme ça. On est dans un système, on est dans un monde de travail qui est un monde de travail dynamique. La situation au travail change de jour à jour et ceux qui travaillent sur des chantiers, là, la situation change même de heure à heure. Alors, par rapport à une situation dynamique, je pense que juste une législation ne sera jamais la réponse principale. Il faut ce qu'on appelle en Belgique un système dynamique de gestion des risques.
Mais ce n'est pas juste ce système, il faut mettre tout en pratique. Et ça, c'est le défi. Et je pense que le thème du débat, c'était démocratie, concertation. Alors moi, je pense, contrairement au droit de travail où il faut une base, que pour moi, la concertation sociale au sein des entreprises, mais aussi au niveau du secteur, au niveau national et international, est et reste un élément clé, un élément principal. Et je vais juste citer quelques exemples. Un exemple a déjà été évoqué, c'est le guide générique pour la lutte contre la propagation du virus au travail. Pour moi, ça, c'est un bon exemple parce que à ce moment-là, on était dans des circonstances qui étaient difficiles et avec des facteurs de risque inconnus pour tout le monde, mais on a quand même, ensemble, avec un groupe de personnes, une vingtaine de personnes, on a quand même, avec un esprit ouvert, travaillé sur quelque chose où, pour nous, le plus important était, on doit avoir quelque chose pratique que les entreprises, les petits et les grands, peuvent mettre en œuvre. Moi, je travaille au niveau international et vous avez cité, je connais pas mal de guides, entre guillemets, d'autres pays. Pour la plupart des pays, c'est juste 2 pages de principe. Avec ça, les entreprises, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Les travailleurs n'ont aucune ligne de conduite. Notre guide, je ne pense pas que vous savez ça, mais a été traduit entre-temps, partiellement à cause des initiatives syndicales, a été traduit en hongrois, en serbo-croate, en russe, en arménien, en géorgien, en espagnol, en anglais bien sûr, est cité comme l'instrument, comme le guide a été donné comme ligne directrice principale par l'Organisation mondiale de la santé vers le monde des entreprises. Au niveau mondial, notre guide belge. Alors, je sais qu'on peut critiquer, je sais que peut-être il est possible d'écrire quelque chose encore meilleur, mais à ce moment-là, on a besoin de quelque chose de concret, de cohérent et de pratique pour permettre aux entreprises soit de continuer à travailler en sécurité, soit aux autres de réouvrir. Et là, on a travaillé de manière très intense pendant 5 jours, comme j'ai dit, vraiment avec un esprit ouvert. Hormis les réunions, on a eu des coups de fil entre collègues, entre syndicats, patronat, etc. Alors pour moi, c'est un bon exemple. Et l'autre a été cité aussi, c'est nos projets pilotes pour lutter contre prévention primaire, pour lutter contre burn-out ou risques psychosociaux plus général. Et là, pour moi, ce qui est important, et on s'est inscrit dans une approche, une méthodologie qui part avec ce qu'on a appelé, je pense, la phase exploratoire. Avant de s'attaquer, avant de définir au sein des entreprises des objectifs ou des mesures, il y a la phase exploratoire où on va essayer de créer de la confiance entre les interlocuteurs au niveau des entreprises. On a cité quelques méthodologies possibles, mais on a souligné que c'est important de d'abord comprendre l'ensemble des facteurs qui jouent, l'individu avec son boulot, relation au travail, conditions au travail, organisation du travail. Il faut comprendre ça, il faut comprendre tous les éléments pour s'y attaquer, et pour ça, travailler d'abord sur la confiance est important. Et là, je suis quand même, si on me demande d'évaluer, je vais terminer avec ça, d'évaluer où on est maintenant en Belgique. Je peux citer des recherches ou des enquêtes que les entreprises ont menées par le biais de la Banque nationale ou autre, mais je ne vais pas le faire parce que si je fais ça directement, je suis critiqué. Alors, je vais citer des enquêtes et des recherches où les réponses viennent des travailleurs eux-mêmes. Il y a le European Working Conditions Survey, mais il y a aussi les recherches qui s'appellent l'autre côté du travail, menées par Randstad au niveau mondial, mais avec un sondage beaucoup plus important en Belgique. Et là, le constat est qu'en général, les travailleurs disent que les lieux de travail en Belgique sont encore des lieux de travail chaleureux, où il y a du support par des collègues, par la ligne hiérarchique, où il y a même des gens, pas mal de gens qu'on appelle amis au sein des entreprises, et
le Working Conditions Survey qui, pour la Belgique, le résultat est 85% des travailleurs en Belgique disent qu'ils travaillent ou ils estiment de travailler dans des bonnes conditions de travail. Pour moi, ça c'est le point de départ. Et le défi, c'est s'attaquer aux 15% qui disent on n'est pas content ou on travaille dans des circonstances qui ne sont pas acceptables. Ça, c'est pour moi le défi. Alors, se concentrer sur cette groupe-là, parce que l'autre, je suis confiant que par les mécanismes qu'on a, par le mécanisme de la concertation structurée, comité, conseil d'entreprise, mais aussi la concertation directe, que là, on va solutionner. Pour les autres, il faut chercher d'autres approches. Merci pour votre réaction. Je vais devoir en effet vous couper parfois. J'espère pas plus vite les autres, je vais être équitable. Je vais donner la parole à Madame Jadoul, parce que comme ça, je pense qu'on va avoir une réaction sans doute assez contrastée. Hein. Vous ne voudrez pas, Monsieur de Mester, mais l'idée, c'est quand même qu'on ait un vrai débat et qu'on ne soit pas non plus en consensus. Donc, je pense que Madame Jadoul, sans doute que vous êtes probablement la bonne personne. Il y aura peut-être des accords aussi entre vous. Hein, mais voilà. Qui se trouve être finalement un consultant assez connu dans le milieu économique et qui est tombé sur notre table finalement un peu par hasard, et donc pas du tout dans le cadre des discussions sur la santé et sécurité au travail. Ça, c'est déjà un tout gros problème de voir qu'en plus, ce document était déjà parvenu dans les mains des services d'inspection qui l'utilisaient comme outil de référence. Donc, un des enjeux majeurs, et que vous avez effectivement retracé et souligné là, c'est qu'il fallait le récupérer et le recadrer dans le cadre de la législation sur le bien-être au travail. Parce que sinon, c'était faire comme si cette législation n'existait pas du tout. On doit développer quelque chose d'autre, si ça tombe, lui donner un cachet juridique, et puis finalement, aller se retrouver avec deux législations en parallèle. Et les travailleurs, évidemment, bernés dans cette affaire. Donc, c'est vrai que ce guide, la dernière version, je l'ai vue, et j'ai encore lu d'autres critiques sur son contenu, notamment par rapport aux personnes qui travaillent chez des tiers, donc chez des clients à domicile, où le guide est particulièrement, je trouve, défaillant pour la protection de ces personnes-là. Sinon, je sais de près, si j'ose dire, que par exemple Caroline, qui s'exprimait tout à l'heure, n'a pas souhaité que son nom apparaisse sur la première version du guide. Donc, pas des choses qui sont si évidentes que ça, négociées au départ. La notion de concertation préalable, elle n'est pas du tout dedans. Toute la question de l'analyse des risques n'y figurait pas, puisqu'on considérait finalement que c'était bien connu de tout le monde. Le seul fait que ces questions-là sont déjà fort peu connues, déjà en droit du travail. Alors, en droit de bien-être du travail, oui, mais c'est uniquement parmi les experts et pas parmi le monde du travail, par les employeurs même. Je veux dire, je vois sur le terrain ce qui se passe, c'est assez dramatique. En termes d'analyse des risques, j'en ai vu une hier, c'était une catastrophe, en fait. Donc voilà, donc la notion d'analyse des risques, c'est quelque chose qui devait être central dans cette approche, ça n'a pas été le cas dans les premières versions. Il y avait tout un débat par rapport aux masques et toutes des discussions dont on sentait quand même un peu l'aspect économique derrière sur est-ce que les masques étaient des équipements de protection individuelle ou pas, et donc qui devait les fournir. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas évidentes. La question de la ventilation, ça, je pense que finalement, ça a été abordé assez rapidement et inclus dedans parce qu'on avait vu dans des articles de presse des études qui avaient été faites sur la ventilation de restaurants en Chine, etc. Donc, c'était rendu compte de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Parce qu'il y a des entreprises essentielles, notamment dans l'industrie alimentaire, que je connaissais bien à l'époque, où il fallait s'interroger sur la contamination. On parlait des abattoirs. À cet égard, j'ai contacté Laurent en disant mais tiens, on voit des articles à gauche, à droite, est-ce que tu as plus d'informations là-dessus? Et ça me permet de réclamer qu'on clone Laurent si nécessaire, sans son consentement, et à défaut, qu'on organise chaque année un colloque de ce type, parce que c'est vraiment super important que ça existe. Donc tout ça n'a pas été de soi. Je pense que ce guide est une checklist qui a pu servir en entreprise. Effectivement, elle a pu déjà débarrasser les esprits des uns et des autres de toute une série d'aspects pratiques qu'il fallait mettre au point. Et déjà, rien qu'en regardant ça, on savait ce qu'il fallait qu'on fasse en entreprise. À côté de ça, c'est qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse sur la situation spécifique de cette entreprise.
Et là, on s'est rendu compte effectivement que les travailleurs étaient relativement démunis. On a tenté pendant cette période-là, où il y avait le premier confinement, de les atteindre par des circulaires en tout genre. Et puis on s'est rendu compte 3 mois après qu'ils n'avaient pas lu. Parce que, en fait, c'est pas comme ça que l'information passe. Et ça peut-être par rapport aussi à la directive et au classement en 3, 4 qu'on a discuté tout à l'heure et sur lesquels Laurent est fortement intervenu, c'est qu'on dit que c'est nécessaire d'avoir des documents écrits, et c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et en plus, ça a un côté dangereux, c'est que ça permettrait finalement, par la transcription d'un écrit et la contre-signature d'un travailleur, on considère qu'il a été informé. Parce que je vois maintenant, je suis bombardée de règlements de travail en tout genre qui font il y a les 100 pages, 120 pages, 150 pages, des projets qui ont été rédigés par des consultants, parfois même des cabinets d'avocats, qui ne sont pas le produit de la concertation. Et finalement, mais qu'est-ce que le travailleur va retenir de ce type de document? Alors, appliqué à la santé et sécurité au travail, s'il n'y a que l'écrit, c'est pas assez. Donc évidemment, en classe 4, c'était le bon sens. Et puis la question, c'est est-ce que l'écrit dans ce genre de cas de figure est suffisant? Je pense que c'est pas le cas. Il faut vraiment, et ça je pense dans les propositions qu'Eline a faites, je pense que le premier point qu'on doit mettre en avant dans les points qu'elle a soulevés, c'est en fait le dernier qui était cité, c'est la question de la formation. La formation des délégués, CPDT en entreprise, pour que justement ils puissent se réapproprier leurs droits qui existent, qui sont finalement pas mal faits. Quand on lit la loi sur le bien-être au travail et le code du bien-être au travail, c'est touffu, mais en fait tout est là, tout est en place et il faut se le réapproprier, tant du côté employeur que du côté travailleur, mais bien souvent c'est du côté travailleur qu'il faut allumer quelque part le feu. Pareil au niveau de tout ce qui est inspection ou possibilité, par exemple on parlait tout à l'heure de la possibilité pour le juge de donner des injonctions, il se fait que l'inspection du contrôle du bien-être au travail a ce pouvoir de faire en fait, de donner une injonction à l'employeur d'exécuter les recommandations produites par le service externe de prévention et de protection au travail. Et là aussi c'est à nous au niveau syndical à activer ces services parce qu'ils ont été établis dans l'intérêt de la protection de santé des travailleurs, et donc les considérer comme étant des suppôts du patron, ça n'aide personne. Donc il faut vraiment qu'on active nous-mêmes ces acteurs-là qui sont finalement aussi co-responsables dans certains cas quand il y a des accidents graves ou des drames. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose, Anna Jadoul? Non? Ok, parfait. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Faniel et puis à Esteban, parce que c'est de la maison, qui ne m'en voudra pas, d'ouvrir le débat pour la transition vers Laurent. Donc, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je pensais revenir un petit peu plus sur les exposés, les 3 exposés que vous avez faits et sur les contributions écrites que nous avions pu lire ces derniers jours. Et mettre ça en relation avec quelque chose que vous avez probablement vu passer ces tout derniers jours, puisqu'il y a même pas 2 semaines, la RTBF a déployé pendant 1 semaine ce qu'elle avait appelé l'opération Bye Bye Démocratie, avec un point d'interrogation. Le constat central de cette opération, étude d'opinion à l'appui, c'était celui de l'existence d'un gouffre entre les citoyens, d'une part, et la démocratie et les acteurs politiques, d'autre part, et d'une perte de confiance très large envers ces acteurs et envers le principe même de la démocratie. Alors, ce qui m'a frappé, ce n'est pas tellement le constat lui-même, à la rigueur son ampleur, mais ce qui m'a surtout fait réfléchir, c'est que les propositions qui étaient formulées par les journalistes ou par leurs invités pour revigorer la démocratie, entendaient renouer le lien entre les citoyens et la démocratie individuellement. Et à la réflexion, je trouve que ça reflète un vrai changement de paradigme. Jadis, la démocratie était envisagée de manière collective. Engagez-vous, ça signifiait adhérer à un parti politique, militer dans un syndicat, participer à la vie associative, etc. La pilarisation qu'on connaît bien en Belgique, c'est bien un phénomène collectif. Or, aujourd'hui, l'idéal qui est mis en avant, avec des expériences tout à fait intéressantes, je ne les condamne pas, c'est le G1000, c'est le modèle germanophone de dialogue citoyen permanent,
ou bien c'est celui des commissions délibératives qui associent des élus et des citoyens dans les assemblées parlementaires bruxelloises. On est donc dans un paradigme participatif ou délibératif individuel. La dimension collective a cédé le pas, si on veut, à un ensemble d'individus atomisés qui délibèrent, mais chacun ou chacune avec ses propres positions et pas en tant que collectif, partageant des positions et disposant d'un rapport de force aussi, en conséquence. Or, les 3 exposés qu'on a entendus cet après-midi pointent la dimension collective de la démocratie sociale. Et surtout soulignent que la démocratie sur le lieu de travail, et en particulier ici avec les questions de santé au travail, sont en rapport bien plus étroit qu'on ne l'imagine généralement avec la pratique de la démocratie dans la société plus largement, et notamment avec les questions de santé au sens large. Vanessa de Greef a conclu son propos, visuellement en tout cas, en citant Laurent Vogel, qui est mis aujourd'hui à l'honneur, avec, vous l'avez vu tout à l'heure projeté, cette fin de cette citation, au-delà de l'épidémie, c'est la démocratie qui est en jeu, en permettant aux personnes de délibérer et de décider au quotidien en quoi doit consister leur activité productive. Elise Dermine, elle a rappelé que la démocratie dans l'entreprise a été perçue et conçue comme une manière de compléter la démocratie politique et de limiter le pouvoir économique de quelques-uns. Or, aujourd'hui, on voit bien que la crise de la démocratie est notamment due au sentiment d'impuissance des citoyens, et même d'une part du monde politique d'ailleurs, face à des décisions qui sont rendues possibles par le pouvoir économique de certains acteurs. Les délocalisations, l'évasion fiscale. Le jour même où la RTBF commençait son opération, c'est le jour même où les Pandora Papers déboulaient dans l'actualité. C'est aussi les pressions sur les législateurs nationaux ou sur les législateurs européens. Les 3 contributions qui nous ont été communiquées insistent sur la nécessité de développer de nouveaux aspects, de nouvelles formes de la concertation sociale sur le lieu de travail ou au niveau sectoriel. Et elles le font dans une perspective clairement collective. De plus, elles soulignent que ces propositions peuvent avoir pour effet non seulement de revigorer la démocratie dans le travail, mais aussi de revigorer la démocratie de manière plus générale. Les 3 présentations montrent qu'il y a de nombreux effets en chaîne à partir de ce qui est proposé par Thomas Coutreau ou par Elise Dermine en particulier. Si on met en œuvre ces propositions, il y a des implications multiples sur le travail et plus largement sur le fonctionnement de la société dans un sens plus démocratique. Et ici, je peux reprendre les termes de Thomas Coutreau, qui nous dit « L'hétéronomie au travail favorise la passivité politique, mais à l'inverse, l'autogouvernement dans l'entreprise stimule la démocratie dans la cité. » Ce que montrent les 3 contributions, c'est aussi que le travail est une question éminemment politique et que les questions de santé au travail ne sont pas accessoires, mais qu'elles s'inscrivent justement dans des controverses politique dans la société, donc bien au-delà de la seule sphère du travail. Le texte de Thomas Coutreau pointe l'importance de la réduction du temps de travail collective comme un outil collectif de démocratie. Mais il rappelle aussi que cette RTT a longtemps été vue comme un outil majeur pour dégager du temps, pour s'investir dans les pistes d'amélioration de la démocratie, par l'engagement syndical ou politique en particulier. Et en même temps, il l'a souligné tout à l'heure, l'expérience française des années 90 n'a pas eu cet effet de manière spontanée. Est-ce que c'est précisément parce que le paradigme démocratique est lui aussi passé de collectif à individuel? Ou bien est-ce que c'est parce que TF1 et Netflix ont gagné, ou en tout cas ont gagné les esprits, et que c'est eux qui ont pris le temps ainsi libéré pour les citoyens travailleurs?
En tout cas, un point commun entre son texte et celui d'Élise Dermine à cet égard peut être celui-ci, c'est qu'il semble absolument nécessaire d'accompagner la revendication de réduction du temps de travail, de réduction collective du temps de travail, d'une préparation des travailleurs dans les esprits. Donc en quelque sorte, il faut peut-être convoquer Gramsci pour compléter et mettre en pratique les revendications de Marx qui sont évoquées dans ce texte. Alors si on revient à l'opération Bye Bye Démocratie, on sait que la tendance au désenchantement qui est mise en avant par l'étude d'opinion que j'évoquais tout à l'heure et sur laquelle s'appuyait cette opération est tout sauf neuve ou surprenante. Et on peut supposer que la gestion de la pandémie n'a rien arrangé à cet égard. D'abord par l'ampleur du drame. Je trouve qu'on mesure toujours fort peu ce que c'est d'avoir enregistré plus de 25 000 décès dans ce pays. Parfois, plusieurs centaines en une seule semaine. Et je trouve que par rapport aux conséquences pour de nombreuses familles, c'est quelque chose qui semble être petit à petit passé un peu à l'arrière-plan. Et je ne parle même pas ici des personnes qui ont survécu à la maladie avec des séquelles, ou bien de celles qui ont été touchées indirectement par le manque d'accès aux soins alors qu'elles souffraient d'une pathologie, ou bien, comme Gaël Demey l'a rappelé tout à l'heure, en étant séparée de ses proches, avec l'exemple qu'elle donnait tout à l'heure de manière tout à fait poignante. Ensuite, je pense aussi que l'image de mauvaise gestion que le monde politique a renvoyée a joué aussi dans cet écart croissant encore entre les citoyens et le monde politique. On a rappelé la saga des masques tout à l'heure. On continue à déplorer le manque de personnel soignant et le manque de considération aussi à son égard. Et combien d'annonces contradictoires ont été faites aussi par le monde politique. On le voit encore ces jours-ci par rapport au Covid Safety Kit, par exemple. Je vais devoir demander de bientôt finir pour que M. Martinez-Garcia puisse parler. Et puis les restrictions, par les restrictions que la gestion de la pandémie a entraînées, on a vu aussi évidemment des restrictions tout à fait importantes aux droits et libertés fondamentales qui marquent la société depuis 1 an et demi. On l'a encore vu mardi, il n'y avait que 69 députés sur les 150 qui pouvaient assister à la déclaration du Premier ministre. Donc même à ce niveau-là, on a des restrictions fortes de liberté et de démocratie. Et ce n'était pourtant même pas une manif. Alors il me semble que, pour conclure, les communications qu'on a entendues soulignent 2 choses. La première, c'est que la démocratie comporte, ou en tout cas devrait comporter, une dimension collective, et qu'elle le fait sur certains terrains, mais pas seulement individuelle. Et si les temps semblent davantage aujourd'hui à être un paradigme de participation individuelle pour revigorer la démocratie, ça ne signifie pas, à mon avis, qu'on doive remplacer l'une par l'autre, mais qu'il faut parvenir à penser cette articulation des nouvelles formes de démocratie délibérative ou participative qui se développent, avec celles plus anciennes et à caractère collectif qui marquent notamment la concertation sociale. Et l'autre constat, c'est bien que le travail est une question éminemment politique et qu'au sein du travail, la question de la santé est non seulement primordiale, mais qu'elle doit aussi être, et sans doute bien davantage, un objet de délibération collective. Et donc c'est un objet auquel doit s'intéresser de près la démocratie elle-même. Et ça, c'est non seulement ce que la pandémie a bien permis de faire ressortir, et qu'il va falloir parvenir à ne pas laisser remettre sous le tapis, en quelque sorte, mais c'est aussi, je crois, ce que Laurent Vogel n'a eu de cesse de montrer dans ses travaux depuis des années. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette mise en perspective générale. On aimerait continuer encore longtemps, à vrai dire, donc je me sens vraiment... malgré moi, je dois vous couper. Esteban, je te cède la parole pour la dernière réaction, et merci à tous les 4 d'avoir lu, en tout cas aussi, les textes, comme aux autres intervenants des tables rondes. Okay, merci beaucoup déjà de l'invitation. Moi aussi, je vais plutôt,
intervenir sur base de vos communications, même mais sans m'y référer explicitement pour ne pas être trop long. C'est pas un reproche, je précise. Je ne le prenais pas ainsi, je te rassure. Pas en rajouter, plutôt que sur la concertation sociale autour de la crise sanitaire aujourd'hui. Bon, au fond, à bien y regarder, en Belgique, du point de vue de la concertation sociale, ça se passe plutôt bien. Les structures sont en place, du moins. On a, à l'échelle de l'entreprise, une complémentarité entre des organes d'information et de consultation, le Conseil d'entreprise, le CPPT, qui sont des organes bipartites, et c'est prolongé au niveau de la négociation par la délégation syndicale. Les structures sont en place. Et puis, il y a une autre relation de complémentarité interniveau, je dirais, entre le niveau de l'entreprise et le niveau sectoriel et interprofessionnel, avec une hiérarchie des normes qui, en Belgique, n'a pas encore été contestée, contrairement à ce qu'on a pu voir en Allemagne, en France, en Espagne, par exemple, où les conventions d'entreprise peuvent déroger à des acquis à des niveaux supérieurs. Donc, tout va bien. Sauf que on ressent quand même, à bien des égards, un déficit démocratique, et notamment sur la question de la santé au travail, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors bon, ça évidemment, ça renvoie à beaucoup de débats, beaucoup de questions, et bon, j'ai très peu de temps, donc je vais simplement relever deux difficultés qui expliquent ce déficit démocratique et en particulier sur les questions de santé au travail. La première difficulté, c'est comment foncer une porte ouverte dans cet auditoire, mais ce n'est pas une porte ouverte dans les entreprises. C'est que pour agir sur la santé au travail, il faut nécessairement remettre en question, questionner l'organisation du travail. On l'a dit à plusieurs reprises. Ça a l'air d'aller de soi. Si on considère que l'organisation du travail est une prérogative exclusive de l'employeur, il est quand même difficile de concevoir, comme le suggère Thomas Coutreau, que les travailleurs et leurs représentants co-construisent à partir de leur expérience du travail réel une politique de prévention primaire des risques professionnels. C'est très compliqué, ça. Et ça paraît aller de soi, mais c'est extrêmement difficile dans les entreprises de remonter sur l'organisation du travail, là où se trouvent les causes d'une dégradation éventuelle des conditions de travail qui deviennent défavorables pour la santé. Bon, à vrai dire, quand des administrations publiques ou privées instaurent les New Ways of Working, une nouvelle gestion flexible des espaces et du temps de travail, ils ne demandent pas trop l'avis des travailleurs. Quand des entreprises mettent en place le Lean, ils ne demandent pas trop l'avis des entreprises. Quand, dans certains secteurs, on fonde une organisation du travail sur le temps partiel afin d'adapter le temps de travail au flux de clientèle, on ne demande pas trop l'avis des travailleurs. Bon, évidemment, et c'est très difficile pour les travailleurs et leurs représentants de remonter et de mettre en cause certains éléments de l'organisation du travail. Déjà, parce que dès qu'on rentre dans cette perspective-là, on rentre dans une perspective conflictuelle. Combien de grèves il n'y a pas eu à la Poste, à Biposte, pour mettre en cause le système géoroute de guidage des facteurs dans leur tournée, pour qu'à la fin, après de nombreuses années de conflits, on décide dans cette entreprise de décentraliser la gestion de géoroute au niveau des mail centers, là où les facteurs pouvaient mieux expliquer les difficultés de terrain qu'ils rencontraient par rapport à ce que le logiciel prévoyait. C'est l'organisation du travail, ça. Et sans dévoiler quoi que ce soit, quand on s'attaque au burn-out, là, il y a un consensus. Personne n'a envie de faire du tort aux travailleurs. Donc, il y a un consensus très de bonne foi de la part des employeurs et des travailleurs à tous les niveaux pour dire c'est pas bien le burn-out, il faut le combattre, c'est un défi sociétal. Quand on voit, évidemment, à différents endroits, les réponses qui sont données dans les entreprises, on voit bien que c'est de l'ordre
de la résilience. Il faut améliorer la résilience, c'est la prévention secondaire, et c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est très rare de voir des propositions qui mettent en cause quoi que ce soit au niveau de l'organisation du travail. Sinon, ce qu'on a pu observer dans certains cas, des espaces de délibération, effectivement, de délibération où les travailleurs reconstituent du collectif pour discuter, éventuellement avoir une prise sur leur charge de travail, parce qu'au départ, fondamentalement, le burn-out, c'est un surmenage, c'est des situations de surmenage. Voilà, donc c'est difficile. On a maintenant un défi à relever à propos du télétravail. Et je crois qu'on est en passe de le relever. Le télétravail, c'est une forme particulière d'organisation du travail. On est bien d'accord. Les travailleurs ont fait l'expérience du télétravail obligatoire à temps plein. Certains l'ont peut-être valorisé. Beaucoup en ont souffert psychologiquement et physiquement parce qu'ils n'y étaient pas préparés. On sort de cette, j'espère, situation et ça va stimuler la négociation, je l'espère, sur des modalités soutenables de télétravail. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut, avec quelle forme d'alternance, par exemple, de délimitation du temps de travail, de support ergonomique, on peut accepter cette forme particulière d'organisation du travail. Et là, on a par exemple une possibilité d'aller vers de la négociation, une négociation qui part de l'expérience vécu du télétravail à temps plein et obligatoire pour construire quelque chose de soutenable avec, évidemment, dans le cadre de la négociation collective. Bon, deuxième point, très rapidement, deuxième difficulté, c'est qu'on a, je me réfère indirectement à des exposés qui ont été faits, on parle de la démocratisation de l'entreprise, il y a des initiatives tout à fait intéressantes de ce point de vue. Mon point de vue, c'est que le cadre de l'entreprise est beaucoup trop étriqué aujourd'hui pour chercher à approfondir la démocratie en son sein. C'est beaucoup trop étroit parce que les entreprises ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles ont sous-traité, externalisé. Au fond, l'économie de plateforme que j'étudie pour le moment, et certains sont bien au courant, c'est jamais que l'exacerbation d'un mouvement de fragmentation de l'entreprise qui est en cours depuis plusieurs décennies, qui fait qu'aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de salariés dans l'entreprise, il n'y a que des sous-traitants complètement atomisés, sous des statuts incertains, et il n'y a plus d'interlocuteur patronal, tout juste un logiciel, un algorithme plutôt, qui tient lieu de gestionnaire du personnel. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais partout, à travers ces mouvements de fragmentation de l'entreprise, de sous-traitance, de mise en franchise, de recours au travail intérimaire, etc., partout, on note un effritement, une dilution, voire même, en tout cas, un affaiblissement de la fonction patronale, de la fonction de l'employeur en tant qu'interlocuteur social. Et je crois que c'est un élément qu'on doit prendre en compte aujourd'hui pour réfléchir la démocratie. Alors, en deux mots, parce qu'on arrive au bout de cette séquence, il y a deux propositions, à mon avis, auxquelles on doit réfléchir. La première, elle paraît aller de soi, mais ce n'est pas le cas partout, c'est qu'il faut, à mon avis, renforcer, continuer à accorder une primauté au niveau sectoriel de la négociation collective, et certainement dans les secteurs où la sous-traitance est extrêmement importante. Tu en as cité quelques-uns dans les conventions et les autres propositions qui ont été faites. Et deuxièmement, à partir de l'expérience du syndicalisme de réseau qui vise à une action coordonnée entre les délégations de différentes entreprises, sous-traitantes, donneurs d'ordre dans les sites et sur les sites et les territoires, il faut peut-être réfléchir au champ de compétences des organes qui existent aujourd'hui, comme le conseil d'entreprise et surtout le CPPT qui nous occupe aujourd'hui, la délégation syndicale, pour l'étendre à cette nouvelle organisation qui dépasse les frontières de l'entreprise au sens juridique et au sens patrimonial. Voilà. Merci beaucoup, Estelle.